Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. Premièrement, je voudrais souligner la participation de mes collaborateurs à cette présentation, Isabelle Brun, du Centre de recherche de l'Agriculture Canada à Sherbrooke, ainsi que Stéphanie Durand, du Club agro-environnemental de l'Estrie, qui est ici présent d'ailleurs. Bon, la première chose que j'aimerais essayer de démystifier, c'est pourquoi je suis venu ici pour vous parler de graminées. Donc, c'est vrai, sérieusement, on fait souvent la promotion des légumineuses. Les légumineuses demandent peu d'engrais, font la fixation symbiotique de l'azote, ont une teneur en protéines plus élevée. Pourquoi parler de légumineuses, de graminées? C'est que dans la vraie vie, les légumineuses sont presque jamais semées en semi-pur et que les légumineuses, à un moment donné, dans le mélange qui est ensemencé, peuvent disparaître. Ce qui fait que, par exemple, il y a des risques de jet de luzernière. Ben, la luzerne risque de disparaître, puis on reste avec uniquement des graminées à ce moment-là. Il peut y avoir, ça c'est une information que plusieurs conseillers m'ont parlé. Il y a plusieurs conseillers qui m'ont dit qu'il y a aussi beaucoup de compétition. Il y a des gens qui fertilisent peut-être un petit peu trop aussi leur luzernière en azote, ce qui fait que ça crée une compétition qui favorise les graminées. Quand on ensemence aussi un mélange avec du trèfle, ben bien souvent, après 2 ans, le trèfle est disparu. Et finalement, une autre raison, c'est que dans la vraie vie, les agriculteurs ont besoin de foin sec pour alimenter les animaux de remplacement et les vaches taries. Et qui dit foin sec dit bien souvent foin de graminées. Une question que je me suis posée, c'est quoi les étendues qui sont en graminées fourragères au Québec? J'avais pas la réponse. Quand on ne sait pas la réponse, pas mieux que de demander aux gens qui peuvent le savoir. J'ai fait un espèce de mini-sondage auprès de différents agronomes au Québec. Et voici les résultats auxquels je suis arrivé dans mon sondage, qui, en passant, n'a aucune prétention scientifique. Donc, entre 25 et 50% des superficies en plantes fourragères au Québec seraient en graminées fourragères. Quand on parle de graminées, on parle de moins de 40% de légumineuses. Et une valeur qui revenait souvent, c'était de 30 à 40%. Dans certaines zones, par exemple dans le coin de Tetford Mines, et sur certaines fermes en Chaudière-Appalaches, ben, la proportion de graminées sur la ferme peut même aller jusqu'à 75%. Donc, voilà un peu pourquoi je suis ici pour parler de graminées fourragères. Une autre chose que je veux vous entretenir, c'est quoi les rendements en plantes fourragères qu'on obtient généralement au Québec. Ici, c'est mélangé autant légumineuses que graminées. C'est des données qui viennent de la financière agricole, des valeurs pour 2013 et 2015. J'ai mis 4 régions différentes, Rimouski, Saint-Hyacinthe, Sainte-Marie, Nicolette. On voit qu'en moyenne, au Québec, le rendement est d'environ 5 tonnes, mais il faut faire attention, c'est 5 tonnes exprimées sur une base de 15% d'humidité. Donc, si on l'exprime sur une base de 100% matière sèche, comme vous allez voir dans tout le reste de la présentation, ben, ça veut dire que les rendements qui sont répertoriés par la financière sont quand même très faibles. Il peut y avoir différentes explications. Évidemment, le potentiel de rendement peut varier aussi sur les prairies. Puis il y a différents facteurs qui peuvent influencer le potentiel de rendement. On peut parler, par exemple, de la fertilisation azotée, des espèces végétales présentes, la densité de peuplement, la qualité des sols, le pH des sols, la fertilité, le compactage, l'égouttement, l'historique d'application des fumiers, et ainsi de suite. Moi, je veux juste vous mettre en garde contre une chose. Aujourd'hui, dans tous ces paramètres, je vais n'en parler que d'un seul. C'est la fertilisation azotée. Juste pour mettre en perspective les choses, que même si on joue sur la fertilisation, si tout le reste n'est pas en bonne santé, ça ne donnera peut-être pas non plus grand-chose. Si on fait maintenant si on brosse un tableau de ce qui est recommandé en termes de recommandations en azote pour les plantes fourragères au Québec et en Ontario. Au Québec, pour des prairies à prédominance de légumineuses, on parle d'une dose entre 0 et 75 kg d'azote à l'hectare. Et pour des prédominances de graminées fourragères, là, on est à 75 et 160. En Ontario,
Ils ont des recommandations un peu différentes. Pour des prairies qui varient entre 33 et 50 de légumineuses, les quantités d'azote recommandées vont varier entre 0 et 60 kg d'azote à l'hectare. Tandis que pour des champs à prédominance de graminées fourragères, là, on va avoir, c'est une nouvelle recommandation qui est sortie, ça fait la dernière année au moins. À ce moment-là, eux, ils ont préconisé un apport de 23 kg d'azote par tonne de matière sèche prévue. Je vais vous demander de garder en mémoire ces chiffres parce qu'on va y faire référence à quelques reprises dans la présentation. Mais encore une fois, je me suis posé la question, dans la vraie vie, qu'est-ce que les gens recommandent réellement? Et j'ai refait mon sondage un peu tantôt, encore une fois un sondage qui n'a aucune prétention scientifique. J'ai demandé à plusieurs personnes, qu'est-ce que vous recommandez comme dose d'engrais? Un chiffre qui est revenu souvent, 110 à 120 kg d'azote à l'hectare, est une valeur qui semble être utilisée très fréquemment. Pour certains producteurs de pointe qui ont des champs avec des bons potentiels de rendement, les valeurs utilisées sont plus autour de 140 ou 160. J'ai trouvé un club au Québec qui recommande d'une façon presque systématique une dose de 160 kg d'azote à l'hectare. Et pour des producteurs qui veulent pas trop investir dans l'utilisation d'engrais, c'est plus une dose de 75 à 80 kg d'azote à l'hectare qui est généralement utilisée. On va parler de maïs. Pourquoi parler de maïs ici? Je veux faire juste vous montrer une différence qu'il y a dans la réponse à l'ajout d'engrais dans certaines cultures par rapport aux graminées fourragères. Ici, c'est des résultats qu'on a fait, une étude qu'on a fait entre 2014 et 2016 dans du maïs grain. Donc, c'était les rendements en fonction de la quantité d'azote apportée. Ce qu'on voit, pour commencer, on avait différentes formes d'azote. On voit que les différentes formes d'azote ont donné des rendements qui étaient différents d'une forme par rapport à l'autre. Une autre chose qu'on remarque aussi, c'est que dans des essais comme ça, on observe généralement un optimum de rendement à un moment donné. Puis cet optimum de rendement-là, dans le cas ici, était autour de 170 kg d'azote à l'hectare, 180. Des fois, ça peut être plus, des fois, ça peut être moins. Par contre, quand on regarde des essais de fertilisation faits dans les graminées fourragères, vous allez voir que les réponses peuvent être totalement différentes. Je vous présente ici une étude qui a été faite aux États-Unis, dans l'État de la Pennsylvanie, en nord-est des États-Unis. Les gens ont essayé de déterminer quelle devrait être la dose économiquement optimale d'azote appliquée dans différentes graminées fourragères. On avait la fléau des prés, le brome, le dactyle et la fétuque. Eux ont fait leur expérimentation. Ils ont utilisé un modèle qui, à mes yeux, va probablement recommander plus d'engrais qu'un autre modèle, mais peu importe, c'est leur recommandation. Ce qu'on voit que pour la fléau des prés, eux, ils disaient que pour une régie de 3 coupes, un apport de 357 kg d'azote à l'hectare devrait être envisagé. Pour le brome, plus de 400. Le dactyle et la fétuque, 336 et 432. Ces recommandations sont évidemment plus élevées que ce qu'on retrouve actuellement au Québec, mais il faut mettre ça en perspective. C'est pas des résultats obtenus au Québec. Posons-nous la question maintenant, qu'est-ce qu'on a pu obtenir au Québec? Je vous présente 4 études. Pourquoi je présente celle-là? Tout simplement parce que j'ai été impliqué dessus au cours de ma carrière à Agriculture Canada. Je ne veux pas passer à travers en détail toutes les études, mais ce que je veux que vous voyez d'une façon générale, c'est que peu importe les études qu'on a faites, on est en régie de 2 coupes ici en passant, peu importe les études qu'on a faites, généralement, même avec des doses allant jusqu'à 200 à 250 kg d'azote à l'hectare, on observe très rarement l'apparition d'un optimum au niveau des rendements. Donc, vous voyez, peu importe les études, comme ici, c'est une étude qui est faite par mon collègue Bernard Gagnon à Lévis, vous voyez jusqu'à 200 kg. On peut pas dire qu'on a un optimum, mais c'est la même chose pour toutes les études. Ici, ça a été fait dans le coin de Sainte-Croix-Lobinière, ici, Chaudière-Appalaches, puis ici, en Abitibi-Témiscamingue. Donc, évidemment, on peut se poser la question, est-ce qu'on peut faire comme les Américains ont proposé, puis d'augmenter les doses? On s'est posé la question, puis on a fait un projet avec mes collègues, où on a utilisé, en fait, on a fait un projet pendant 3 ans, de 2015 à 2017, sur 10 annécites, dont 6 qui étaient localisés en Estrie et 4 qui étaient localisés dans la région de Chaudière-Appalaches.
Donc, de 2015 à 2017, vous allez voir que les doses d'engrais n'étaient pas les mêmes selon les années, puis je vais vous expliquer pourquoi un peu plus tard dans la présentation. Le type d'engrais utilisé était de la nitrate d'ammonium calcique 2700. PEK était appliqué pour être en situation non limitante. On était sous une régie de 3 coupes cette fois-ci. On était dans des champs à prédominance de graminées, à l'exception du site de Saint-Narcisse en Beauce, qui lui était en dactyle. Et on était dans un contexte de petites parcelles de recherche sur des champs qui étaient en production depuis plus de 3 ans en plantes fourragères, en graminées fourragères. S'il y a un graphique qui est important sur lequel vous pouvez porter votre attention, c'est vraiment lui. Il est compliqué. Vous allez voir, on va passer au travers. Donc, si je vous présente l'impact de l'apport d'azote en fonction de la quantité d'azote apportée, pour les 3 années, donc 2015, c'est les points noirs, 2016, rouge, 2017, vert. On a présenté des résultats aussi en fonction des coupes. Donc, la coupe 1, la somme de la coupe 1 et la coupe 2, et la somme de la coupe 1, 2 et 3, donc le rendement total obtenu. On peut voir, premièrement, en 2015, on n'a jamais été capable d'obtenir un optimum, mais c'est pour ça qu'on a décidé d'augmenter les doses en 2016. 2016, encore une fois, on a vu augmentation, mais dans certains cas, on se disait, il y a peut-être un optimum qui est en train de se créer ici. Fait qu'en 2017, on est allé avec des doses allant jusqu'à 375 kg d'azote à l'hectare par année. Ce que les résultats indiquent, premièrement pour la coupe 1 ici, ce qu'on voit, c'est que on a réussi quand même à obtenir un optimum. L'optimum a été obtenu à 88 kg d'azote à l'hectare. Si on compare nos rendements obtenus dans notre contexte avec ce qui est recommandé par le CRAC, on voit que là, j'ai pris dans le CRAC la recommandation d'azote la plus élevée, 160. C'est pas la recommandation qui est évidemment couramment utilisée au Québec, mais je la considère quand même. Donc, on peut voir que pour une recommandation de 160 kg d'azote à l'hectare, si on était en régie de 2 coupes, il aurait fallu appliquer un apport de 96 kg d'azote à l'hectare. 96, 88, c'est à peu près la même chose selon moi, c'est pas très différent. Par contre, dans le guide du CAC actuellement, si on est en régie de 3 coupes, c'est quand même 160 kg d'azote qu'il faut appliquer. C'est juste que la quantité d'azote est distribuée différemment. Elle est distribuée 40 au printemps, 30 après la première coupe, 30 après la deuxième. Si on avait assumé qu'on était en régie de 3 coupes, c'est 64 kg d'azote à l'hectare qu'il aurait fallu appliquer. Donc, évidemment, on aurait apporté une quantité insuffisante d'azote. Pour la coupe 1 et 2, on voit le même phénomène. À peu près 154 kg d'azote à l'hectare comme étant un optimum. La recommandation du CRAC, c'est 160, donc c'est quand même bien. Et si on considère 3 coupes, là on a un optimum. Nous, avec nos données, on est arrivé à 224 kg d'azote à l'hectare. Si on regarde la recommandation du CRAC, elle était de 160. Quand on regarde ces données-là, moi, ça me donne l'impression que les recommandations du CRAC semblent bien adaptées si on est en régie de 2 coupes, mais que si on est en régie de 3 coupes, il faudra apporter plus d'engrais à ce moment-là. Une autre façon de voir quelle quantité d'engrais on doit appliquer, ça peut être sous la forme économique. Donc, j'ai repris les données que je viens de présenter. J'ai fait des simulations avec différentes valeurs de foin. Et j'ai déterminé à partir de ratios de prix de foin en fonction du prix d'engrais, différentes situations où on était à l'optimum économique. Puis on peut voir qu'encore une fois, c'est à peu près les mêmes données qu'on a obtenues tantôt, donc ça ne donne pas grand-chose d'aller plus haut pour une application au printemps, plus haut que 90 kg d'azote à l'hectare, et pour un apport sur 3 coupes, 225 à 250. Et que si le prix du foin devenait bas et le prix des engrais devrait être élevé, à ce moment-là, il faudrait réduire à ce moment-là les quantités d'engrais appliquées. Une autre chose que je vais vous présenter, c'est le bilan azoté. Le bilan ici, on l'a calculé comme étant la différence entre la quantité d'azote minéral appliquée moins ce qui a été prélevé par la plante. Les points sur lesquels je veux porter votre attention, c'est que pour aucune application d'azote, on a obtenu une valeur de moins 184 kg d'azote à l'hectare, et pour avoir un bilan nul, donc la quantité d'azote apportée en fonction de ce qui était exporté,
il aurait fallu appliquer 310 kg d'azote à l'hectare. Évidemment, je ne vous dirais pas d'appliquer 310 kg. On a vu dans les rendements, ça ne donne rien d'aller au-delà de 225. C'est juste pour vous dire que les graminées fourragères sont des plantes qui ont des besoins quand même assez élevés en azote. Bon, tantôt, je vous parlais de l'Ontario. L'Ontario, on disait qu'eux ont une nouvelle recommandation. Ils proposent de mettre 23 kg d'azote par tonne de matière sèche prévue. On s'est posé la question, est-ce qu'avec nos données, on peut arriver avec un résultat qui est similaire ou différent? Je rentrerai pas dans les détails du calcul. J'ai refait le travail et quand on regarde les données ici, par exemple, pour la coupe 1, la moyenne des 3 ans, la coupe 1 ou la coupe 2, la coupe 1 et la coupe 2, pardon, ou encore la somme des 3 coupes, on voit que les quantités d'engrais devaient être apportées pour combler, en fait, le prélèvement de la plante. Ben, ça ressemble quand même pas mal à ce que l'Ontario préconise. Donc, ça veut dire que si on utilise les recommandations de l'Ontario, ici, évidemment, on peut essayer de prédire quel sera le rendement à venir, ce qui est peut-être un peu compliqué, mais ça, il faudrait y arriver. Ben, on pourrait tout simplement utiliser les recommandations de l'Ontario, puis je pense qu'on s'en sortirait quand même assez bien. Bon, une autre chose que, bon, je pense que tout le monde sait que dans les graminées fourragères, plus on met d'azote, plus on augmente la quantité de protéines brutes dans le foin. Évidemment, dans notre essai ici, nous, on a obtenu le même effet, encore une fois, donc plus on met d'azote, plus on augmente la quantité de protéines, donc c'est pas quelque chose qui est nouveau. Quand on voit un résultat comme ça, on pourrait être tenté de dire, je vais augmenter encore plus ma quantité d'azote, ça fait que je vais augmenter encore plus la teneur en protéines, je vais mettre tellement d'azote que je vais être capable d'avoir des teneurs en protéines équivalentes à la luzerne. Wow, les moteurs! Il y a des limites à la quantité d'azote qu'on doit appliquer aussi. Je veux juste vous citer, en fait, c'est une formation qui existe. Vous allez sur le site de Valacta. En fait, c'est même le dernier conférencier de la journée d'aujourd'hui qui s'occupe même de cette formation, donc ce serait bien que vous restez jusqu'à la fin. Dans cette formation, dans ce guide d'analyse de qualité des analyses d'ensilage, quand on va dans ce guide, il y a une donnée que j'ai trouvée, qui m'a accroché, que je trouve importante. Dans ce guide, c'est écrit pour un ensilage. Puis on parle d'ensilage, non pas de foin frais, on parle d'un ensilage. Un ensilage de graminées fourragères devrait avoir une teneur en protéines qui varie entre 13 et 17. Bon, c'est pas le 13 à 17 que je trouve important, mais plus à la limite de 17, parce qu'au-delà de 17, ça veut dire qu'on a peut-être ajouté trop d'engrais, puis il y a un risque d'avoir une accumulation de nitrate dans le foin. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est pas vrai que d'appliquer beaucoup d'engrais dans les graminées fourragères, qu'on augmente la protéine, il y a une limite aussi à respecter. Et quand on regarde, si on prend notre recommandation qu'on a obtenue pour, par exemple, 90 kg d'azote à l'hectare, ben on voit que si on applique 90 kg, 88 kg d'azote à l'hectare au printemps, ben on est nettement dans une zone qui est sécuritaire. Puis quand on regarde notamment dans le guide des plantes fourragères publié par le CRAC, à la page 89, 90 dans ce coin-là, il y a un graphique qu'on parle justement de nitrate. Puis encore une fois, quand on regarde dans l'étude qui avait été rapportée dans ce guide, on voit très bien qu'avec une dose de seulement 90, on est nettement dans des seuils qui sont sécuritaires. Et ce, même si nous, dans notre expérimentation, on n'a pas fait cette mesure. Une autre façon de déterminer l'impact de la fertilisation ou la qualité du foin, puis lui donner une valeur monétaire, c'est d'essayer d'évaluer la valeur du foin sur ses composants. Là, je vais vous ramener en arrière. En 2013, il y a un certain Doris Pellerin qui avait fait une présentation sur la valeur du foin basée sur les composants. Il avait utilisé à ce moment-là une équation qui date de 1932 qu'on appelle l'équation de Peterson. J'ai repris exactement la même équation que ce que Doris Pellerin a fait. Je ne veux pas passer à travers tout ça, OK? C'est pas un cours d'économie que je veux faire. Puis, de toute façon, vous allez avoir accès à la présentation en ligne. Vous pourrez, puis même je vous invite à prendre vos analyses de foin et à essayer pour avoir un peu une idée quelle est la valeur du foin que vous allez avoir. Moi, j'ai pris une version que j'ai trouvée aussi sur le site de l'OMAFRA, là. Mais moi, je veux vous montrer les résultats qu'on a obtenus.
Donc ici, c'est la valeur économique du foin basée selon l'équation de Peterson en fonction des quantités d'azote apportées. Même graphique que tantôt, donc pour la coupe 1 pour les 3 années ou encore pour la somme des 3 coupes. Ce qu'on remarque, c'est en fait, on revient un peu encore à la même dynamique qu'on a observée plus tôt. Donc, ça ne donne pas grand-chose d'aller plus haut que 90 kg d'azote à l'hectare. Ici, 260 étant la dose optimale. Mais le point sur lequel je veux vous faire porter votre attention, c'est pas vraiment les valeurs propres ici, mais beaucoup plus le taux d'augmentation de la valeur en fonction de la quantité d'azote apportée. Autant pour la coupe 1 que pour l'ensemble des 3 coupes, chaque unité d'azote apportée a augmenté la valeur du foin exprimé en dollars à l'hectare d'un peu plus de 4 $. Donc, pour une unité d'azote, le coût de l'azote, ça dépend quelle source qu'on prend. Si on prend une source, en moyenne, ça peut varier entre 1,10 et 2,20 $, 2,40 $. Donc, à chaque 1,10 $, 2,20 $, ou 2,40 $ d'engrais que j'applique, j'ai une augmentation de la valeur de mon foin de un peu plus de 4 $. Donc, quand on pose la question, est-ce que c'est payant de fertiliser des graminées fourragères? Pour moi, poser la question, c'est y répondre. Et en terminant, je voulais faire une petite mise en situation. Évidemment, c'est uniquement pour donner un ordre de grandeur. Je me suis posé la question, est-ce qu'un producteur qui, lui, aurait par exemple 100 hectares en graminées fourragères, si c'est besoin, avec un rendement de 6 hectares, s'il fertilisait mieux sa prairie, et si évidemment la prairie a un bon potentiel de rendement, est-ce qu'on pourrait réduire les superficies puis avoir un avantage économique à utiliser les superficies excédentaires à faire une grande culture qui pourrait apporter un revenu supplémentaire à la ferme? Donc, j'ai pris les chiffres que j'ai pris comme ça. Donc, si un rendement de 6 tonnes à hectare sur une superficie de 100 hectares, si on utilise la valeur de l'Ontario de 23 kg d'azote par tonne, ça fait une recommandation de 138, qui n'est pas très loin du 120 kg qui est généralement utilisé au Québec. Ça fait une facture d'engrais de 24 800 $. Si on a un potentiel de rendement de 10 tonnes à l'hectare sur ce champ, ça signifie qu'on n'a pas besoin de 100 hectares, on peut se contenter de seulement 60 hectares, et on va appliquer à ce moment-là 230 kg d'azote à l'hectare par année. Mais la facture d'engrais va être exactement la même. C'est juste que la quantité d'engrais qu'on va appliquer va être appliquée sur une surface plus petite, va donner un rendement plus élevé, mais la facture va quand même demeurer la même à ce moment-là. Ce qui fait que ça va nous dégager un 40 hectares supplémentaires qui pourraient être utilisés à autre fin. Moi, ici, j'ai assumé qu'on pourrait faire du maïs grain parce que j'avais tout simplement des données venant de Guy Beauregard au niveau de la production de maïs. Ce qui fait qu'on est capable de générer un revenu plus élevé. Mais évidemment, entendons-nous que si on avait la même prairie en légumineuse, on aurait besoin de moins d'engrais et évidemment le bénéfice sera encore plus élevé. Donc, je veux parler brièvement ici des amendements organiques et des fertilisants minéraux. Est-ce que d'utiliser de façon intensive des amendements organiques en graminées fourragères, c'est une bonne chose? Si on les applique au printemps, ça peut créer quand même certaines problématiques de compactage des sols. Les sols sont généralement froids au printemps, donc au niveau microbiologie des sols, au niveau croissance des plantes, c'est lent. Également, l'efficacité fertilisante des amendements organiques est moindre que celle des fertilisants minéraux. Les amendements organiques peuvent être considérés aussi comme des amendements qui sont quelque peu débalancés dans le sens que les besoins des graminées peuvent être, ici j'ai pris un ratio de 3N pour 1P, alors que pour le lisier et le fumier, on a généralement des ratios de plus 1,5 à 2, puis encore là, c'est uniquement basé sur l'analyse du fumier et non pas sur sa disponibilité réelle. Puis également aussi, si on utilise beaucoup des fumiers et des lisiers, il peut y avoir une augmentation de la teneur en potassium, ce qui peut avoir un impact sur la DACA des foins. Donc, à mes yeux, utiliser des fertilisants minéraux en production de graminées fourragères est quelque chose qui est inévitable. Donc, en conclusion,
On a vu que les besoins en azote des graminées fourragères étaient peut-être plus élevés que prévu, tout au moins plus élevés que ce qui est actuellement recommandé, que les recommandations actuelles sont peut-être plus valides pour une régie de 2 coupes plutôt qu'une régie de 3 coupes. Le besoin en N est influencé par plusieurs facteurs, le prix du foin, le prix de l'engrais, potentiel de rendement, ainsi de suite. Évidemment, loin de moi l'idée de dire qu'il ne faut plus faire de légumineuses. Au contraire, il faut les privilégier parce qu'évidemment, il y a un avantage encore plus grand à les utiliser. Mais quand on les perd, il y a quand même une façon de les gérer pour quand même en tirer un bon profit. Puis évidemment, il faut se mettre dans le contexte qu'il y a certaines limites à notre expérimentation. Si vous posez la question, OK, régie de 3 coupes, mais si on a 4 coupes ou 5 coupes, qu'est-ce qu'il y en a? On l'a pas fait. Si on avait utilisé d'autres types de cultures comme le brome et le dactyle, probablement que les résultats auraient peut-être été différents. Puis évidemment, rappelons-nous que l'été 2017 avait été un été sec. Ça serait bien de refaire au moins encore une dernière fois, parce qu'il y a uniquement l'été 2017 où on avait des quantités d'azote apportées qui étaient élevées. Je vous laisse avec les remerciements, je vous laisse les regarder. Je vous remercie beaucoup.